Bonjour à tous, bienvenue à notre 55e webinaire. Non, je me suis trompé, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés, mais ils sont 14, ils sont nombreux. Pour parler du recyclage des équipements, une question fondamentale pour notre environnement. Pour en parler, nous avons quatre invités. André-Pierre Doucet, délégué général du SINEG, Flavien Dumont, président de la commission environnement SINEG et directeur général de Horis Bonetti-Rode, et Grégory Anzalone, qui est responsable développement marché professionnel à Écologique. Marc Grandmougin, président de l'association RFE de bureau d'études, nous rejoint dans quelques minutes. Donc, pour ce webinaire, nous vous conseillons d'utiliser la petite fenêtre tout en bas de votre menu pour nous envoyer des questions, cette fenêtre Q&R. Voilà, comme ça nous permet d'enregistrer toutes les questions-réponses et de pouvoir les conserver. La discussion, c'est simplement, bien sûr, si on a des problèmes techniques ou autres. Mais pour les questions-réponses, et si on en a beaucoup, on peut par la suite les envoyer à nos différents interlocuteurs. Voilà, nous sommes prêts, donc nous pouvons y aller. Alors, effectivement, cette question de faire le bon choix pour les équipements de cuisine, surtout en cette époque de plan de relance, où encore récemment, j'échangeais avec des élus qui me parlaient de... Alors, comment on dit le ferrailleur? Non, vous verrez, André-Pierre Doucet vous dira que ce n'est plus le bon mot. Et donc, en fait, il est fondamental de bien choisir ces équipements, mais aussi de pouvoir les recycler. Et tout ça, ça nécessite de bien définir ses besoins, ses exigences, et puis la fiabilité, la sécurité de ces équipements, et de comprendre un peu l'organisation de ces filières qui ont été mises en place pour recycler le matériel. Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui, et pour débuter donc ces échanges, nous allons passer la parole à André-Pierre Doucet, donc délégué général du SINEG, je viens de le dire, donc le syndicat national de l'équipement des grandes cuisines. Vous étiez diplômé d'histoire et de sciences politiques, et puis vous avez exercé différentes fonctions dans des organisations nationales liées à la distribution et à l'industrie, entre autres des articles de sport. Je pense que vous êtes un peu fan de ce qui se passe actuellement dans notre actualité à Roland-Garros. Mais vous avez rejoint depuis 2013 le SINEG, et aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de cette filière de recyclage d'équipements, entre autres Valo Resto Pro. Je vous passe la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous, intervenants et invités. Je suis ravi effectivement d'avoir l'occasion de vous parler de ce sujet qui nous anime au syndicat depuis plus d'une dizaine d'années, sous différents formats, je vais vous en parler. Et puis, ravi également d'avoir l'occasion, parce que je sais qu'il y a des élus du territoire qui assistent à ce webinaire, de pouvoir donc faire passer quelques messages et surtout pouvoir répondre à leurs questions, et j'espère qu'elles seront nombreuses. Donc, en deux mots, peut-être d'abord vous dire ce qu'est le SINEG, donc un syndicat professionnel qui rassemble et représente en France les fabricants d'équipements pour les cuisines professionnelles. Alors, des fabricants qui sont soit des fabricants nationaux, soit des fabricants internationaux qui sont alors représentés par leurs filiales ou dans certains cas, leurs distributeurs. Quand on parle d'équipement professionnel, on est vraiment dans l'univers de toute la cuisine professionnelle. Ça comprend le chaud, le froid, la préparation, la réfrigération, donc je vous disais à l'instant, la manutention, la distribution des repas avec les selfs, les chariots de distribution différés, et puis également tout ce qui concerne les bars, les offices, la conservation du vin, et puis en fin de chaîne, la laverie, la blanchisserie, le traitement de l'eau, puis des nouveaux métiers qui apparaissent petit à petit, comme le traitement des déchets alimentaires en particulier. Nos entreprises emploient à peu près 2000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 700 millions d'euros sortis d'usine. Aujourd'hui, le sujet que je souhaitais aborder avec vous
c'est celui donc de la collecte du recyclage des équipements de cuisine. Il faut savoir que depuis, on est sur un sujet d'abord réglementaire, hein, depuis quelques années déjà, il est fait obligation aux metteurs sur le marché, donc au premier chef les fabricants, mais également dans certains cas les distributeurs ou les importateurs, il aurait fait droit de prendre en charge dès la conception du produit la collecte et le recyclage de ce produit dès lors qu'il est devenu un déchet. Et ça s'est traduit par un dispositif que vous connaissez bien dans le domestique, qui est l'éco-contribution. Donc, quand vous achetez à titre particulier un téléviseur ou un lave-linge ou un réfrigérateur, eh bien, ça fait déjà des années, vous en êtes habitué, vous acquittez en fait une éco-contribution, donc ce petit complément de prix qui sert justement à assurer la collecte et le recyclage de ce produit une fois qu'il sera devenu un déchet. Eh bien, dans l'univers professionnel, depuis quelques années déjà, c'est exactement le même processus qui est à l'œuvre. Et en 2014, il a été fait obligation également aux équipements de cuisine donc de mettre en place ce dispositif. Au niveau professionnel, donc au niveau de notre industrie, on s'est saisi de ce sujet-là pour en faire un dispositif le plus efficace possible et également le plus respectueux possible des charges nouvelles que ça allait créer pour notre industrie. Et on a donc souhaité confier ce travail à un éco-organisme partenaire. Je laisserai son représentant s'exprimer tout à l'heure, il est invité, à un éco-organisme partenaire qui s'appelle Écologique, auprès duquel nous avons incité nos adhérents en fait, à transférer leurs responsabilités concernant justement la collecte et le recyclage de leurs produits une fois qu'ils ont finalement le statut de déchet. Et pour incarner ce dispositif qu'on a souhaité vraiment adapter aux spécificités des cuisines professionnelles et donc de la restauration, on a souhaité créer un dispositif particulier et une marque qui s'appelle Valo Resto Pro. Peut-être, même sans doute, avez-vous déjà rencontré dans l'exercice de vos responsabilités sur les territoires ou s'il y a également, bien entendu, des gestionnaires de cuisine ou des cuisiniers à ce webinaire où vous avez certainement rencontré cette problématique qui consiste à un moment donné à vous défaire d'un équipement type une armoire de conservation ou un fourneau, donc de vous défaire de cet équipement parce que vous devez le remplacer par un nouvel équipement. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez faire appel à ce dispositif Valo Resto Pro. Un peu plus dans le détail, Valo Resto Pro, c'est deux choses. C'est à la fois un dispositif opérationnel, c'est-à-dire une solution qui est apportée aux détenteurs de ces équipements en fin de vie pour faire collecter et recycler ces produits dans des conditions environnementales et légales satisfaisantes. Et c'est également en fait un label qui vous permet, vous, en tant que détenteur de ces produits et acheteur de produits neufs, qui vous permet de vous assurer que quand vous achetez un produit, ce produit, en fait, il a déjà prévu dans son coût son futur recyclage. Il est de votre responsabilité, mais ça aussi, je laisserai Écologique vous le préciser, il est également de votre responsabilité, quand vous achetez un produit, d'acheter un produit qui remplit ses obligations, y compris du point de vue de son traitement en fin de vie. Voilà. Donc, Valo Resto Pro, c'est à la fois ce dispositif opérationnel et ce label, cette marque qui vous apporte l'assurance d'avoir affaire à des fournisseurs en règle. Voilà, Laurent, ce que je pouvais dire, en tout cas dans les médias, pour vous présenter le sujet dans ces grandes lignes. Si vous voulez, un peu plus tard, j'en reviendrai sur peut-être les nouveaux enjeux de cette filière. Ok, d'accord. Maintenant avec Deuxième temps. Parfait. Là, je vais passer la parole à Flavien Dumont. Donc, vous êtes finalement à double titre, président de la commission environnement au CINEG et directeur général au RIS Bonnet-Tirode, donc fabricant d'équipements. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tous ces dispositifs, toutes ces réglementations par rapport à un équipementier
aujourd'hui? Alors, juste déjà pour préciser un peu qui on est, hein, et pour que peut-être les gens présents autour de la conférence se fassent une idée s'ils ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un fabricant français. On a 3 usines en France, l'une à Saint-Quentin, donc dans l'Aisne, l'une à Paulgny dans le Jura à côté d'Arbois et une autre à la Motte de Galore à côté de Valence. Donc, on est ancré dans les territoires, hein, c'est une de nos spécificités. On réalise un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros en France. On a à peu près 500 collaborateurs sur le territoire français, usines, techniciens de maintenance, techniciens d'installation et toute l'équipe commerciale. On a 15 agences qui nous permettent de couvrir le territoire. Notre particularité, c'est qu'on traite et on vend directement aux clients finaux, à l'utilisateur final. On ne passe pas par un réseau de distribution, on vend en direct. Et donc, on a aussi cette connaissance assez fine des besoins et du fonctionnement à la fois donc, en tant que fabricant, mais également des clients qui utilisent les appareils, puisqu'on travaille avec la restauration commerciale. On est capable, on a des gammes qui s'adressent et qui adressent les besoins de restaurants, par exemple 30 couverts, mais on a aussi des gammes et des produits qui permettent à la restauration collective, par exemple une cuisine centrale qui fera 8000 plutôt 8000 repas ou 10 000 repas, on a aussi ces gammes. Donc, on a une compréhension, une vision assez large, à la fois des acteurs privés, publics, des acteurs de taille très significative et d'autres un peu plus modestes, sur leur fonctionnement et l'utilisation des appareils. Alors, nous, en tant que fabricants, on intervient en fait un peu, je dirais, dans la chaîne, dans le cercle qui devrait être vertueux, et j'espère qu'il le sera encore plus demain, dans le cercle vertueux de la mise sur le marché et du recyclage des appareils et des équipements de grande cuisine. On intervient en tant que fabricant d'abord. On est ce qu'on appelle dans notre jargon un metteur sur le marché. C'est nous qui mettons sur le marché à la vente des produits qui un jour auront une vie qui se finira. Ensuite, probablement un installateur va prendre en charge ce produit pour l'installer chez un client. Dans certains cas, il va l'installer chez un client sous la préconisation d'un bureau d'études, et j'espère que Marc nous rejoindra prochainement. Ensuite, à un moment donné, va se poser la fin de vie de ce produit. De nouveau, l'installateur va entrer en jeu. Et enfin, le dernier maillon que vous avez parfois un maillon qui court-circuite la chaîne, vous l'avez un peu appelé ferrailleur. On va dire qu'on va les appeler entreprises de retraitement de déchets ou de recyclage. Hein, pour les plus connus et pour les plus grandes d'entre elles, c'est des Veolia, des Papaprec et compagnie. Donc, vont en fait normalement prendre en charge, dans le cadre du dispositif qu'a décrit André Caducé, un dispositif collectif de traitement va prendre en charge ce déchet avec une traçabilité qui permet vraiment d'être sûr que le déchet a une seconde vie ou en tout cas le bon traitement qui permet de ne pas avoir d'impact ou un impact minime sur l'environnement. Donc nous, notre rôle d'abord, déjà, avant de parler peut-être justement de traitement de déchets et de recyclage, c'est en tant que producteur et donc de metteur sur le marché, c'est quand même de s'assurer déjà qu'on va concevoir le produit sous 3 angles spécifiques. Le premier, c'est de concevoir des produits de manière ce qu'on appelle éco-responsable. Donc déjà, à la conception elle-même du produit, minimiser l'impact sur l'environnement, minimiser l'utilisation de ressources, s'assurer que les matériaux qu'on utilise soient le plus recyclables possible. C'est déjà vraiment ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est primordial. Et ce n'est pas le cas de tous les fabricants. André Perdoucet a parlé du CINEG, où on est des fabricants, on va dire, français ou autres avec des filiales en France, mais je veux dire, j'ai utilisé le mot pignon sur rue, on respecte un certain nombre de chartes et d'engagements. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dès la conception du produit, on doit s'assurer de sa durabilité. On est dans des métiers où on travaille sur la durée. Donc nos appareils, chez les constructeurs, notamment français et dignes de ce nom, on n'a jamais pratiqué ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Nos appareils durent très, très, très longtemps. Et donc la troisième chose aussi, c'est qu'on met en place des circuits de pièces détachées pour qu'il y ait une durabilité, une réparabilité. C'est un point clé. Avant de parler pour moi de recyclage, avant de parler de retraitement, déjà, il faut s'assurer qu'on va faire des appareils éco-conçus, durables et réparables. Donc, ça induit un certain nombre de choses. Par exemple, pour un constructeur, si vous voulez que vos appareils soient facilement réparables sur le marché, il faut prévoir la mise à disposition de docs techniques, de docs de maintenance, facilement accessibles. Alors, les moyens modernes permettent d'avoir des extranets avec des téléchargements très rapides, des photos, des tutos. Donc, c'est tout ce qu'on a mis en place, nous, en tant que Bonnetti Road. On a un site extranet qui s'appelle Prospec, où l'ensemble de nos clients, installateurs, des tiers qu'on ne connaît pas parfois, puisque la maintenance peut être opérée par des gens qu'on ne connaît pas, peut avoir accès très facilement
à ces recommandations qui permettent justement de maintenir le produit, de prolonger sa durée de vie. Pour nous, c'est très important. Enfin, dernier point, justement, en tant que fabricant, une fois qu'on a fait tout ça, on doit quand même participer, la loi l'oblige, de toute façon, André Perdussé l'a signifié, c'est une obligation légale, ce n'est pas forcément juste, on va dire, un côté altruiste. On doit participer et s'intégrer dans une filière de recyclage. Donc, le choix qu'on a fait, nous, Bonetti-Rhodes, c'est de s'insérer dans le dispositif qu'a mis en place le SINEC, donc un dispositif collectif. On a mutualisé la solution à travers un éco-organisme qui est écologique. On aurait pu faire le choix, avec notre taille, d'avoir une solution individuelle. C'est-à-dire, on se chargeait, sans passer par le SINEC, sans passer par écologique, on mettait en place une filière de retraitement. On a préféré vraiment s'insérer dans une filière extrêmement professionnelle avec une traçabilité, avec tout ce qui va de bien avec les entreprises de retraitement. Et donc, notre responsabilité, pour vous finir là-dessus, c'est aussi de construire des produits qui vont être le plus facilement retraitables ou être recyclés. Pour être vraiment transparent avec vous, on a fortement travaillé sur les 3 premiers points en tant que Bonetti-Rhodes. On a travaillé énormément sur les conceptions, on a travaillé sur la durabilité, on a travaillé sur la réparabilité. On est en train aujourd'hui de s'intéresser à la partie, quelque part, retraitement. Comment on fait pour que le produit soit le plus retraitable possible, entre guillemets, le plus recyclable et le plus facile à démonter, etc. C'est un point qu'on adresse seulement aujourd'hui. Point parallèle à ça, puisqu'on parle aussi quand même de retraitement, de traçabilité, aussi d'impact sur l'environnement, il faut concevoir des équipements qui aient un impact énergétique au sens large, électricité, eau, etc., dans nos métiers, le plus neutre possible et surtout en constante amélioration. C'est un point également qu'il ne faut pas négliger. Quand on met tout ça ensemble, et après, en effet, il faut adresser nos clients finaux avec des solutions qui soient bien calibrées par rapport à leurs besoins. Si on surcalibre, ce n'est pas bon, on va avoir d'autres soucis. Si on sous-calibre, on va avoir d'autres soucis. Donc, il faut s'assurer de ça. Et ensuite, il faut essayer de travailler en tant que constructeur sur la sensibilité des clients finaux à la fin de vie du produit, parce qu'elle aura lieu un jour. Mais si on rentre dans le concret, une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, puisque nous on est constructeur, mais on est aussi installateur, c'est une de nos particularités, c'est que la personne à qui vous vendez l'équipement n'est pas forcément celle qui va exploiter, et pas forcément celle qui va exploiter au moment en tous les cas, la fin de vie du déchet. Et donc, c'est vrai que la connaissance des filières, les obligations légales, les possibilités de retraitement faciles sont un des points sur lesquels, en tant que constructeur, parfois on bute un peu. Évidemment, nous, on a mis en place, entre guillemets, tout ce que je vous ai dit comme étape. On participe financièrement, c'est à travers donc, la D3E, DEA, à travers notre contribution à l'éco-organisme, à la viabilité et au système économique de retraitement des déchets. Mais à un moment donné, aujourd'hui, en tant que constructeur, la frustration qu'on peut avoir, c'est justement, quelque part, on est ravis, entre guillemets, mais c'est pas entre guillemets, on est ravis de pouvoir avoir participé de manière, on peut dire avec succès, à la mise en place d'une filière extrêmement sérieuse. On va vraiment jusqu'à la traçabilité avec des certificats qui expliquent où ça va, qui expliquent ce qu'ils font, et on peut vraiment s'assurer que c'est bien fait. Il y a une certaine frustration parce qu'une partie des équipements, encore non négligeable, ne passe pas dans ce circuit. Et on ne va pas dire qu'on va rejeter la faute, c'est un peu facile de notre part, mais quelque part, aujourd'hui, quand même, le travail principal à faire, il est sur les installateurs qui vont récupérer souvent les appareils existants pour les remplacer. Il est peut-être, et j'aurais bien voulu avoir une discussion avec M. Vincent-Mougin sur la partie bureau d'études, qui ne spécifie pas assez, notamment en public, puisque là, on a quand même, je pense, beaucoup de collectivités publiques et territoriales en ligne. Les acteurs publics, si je mets les pieds en place, sont aujourd'hui souvent moins vertueux que les grands acteurs privés. La plus grosse pression aujourd'hui qu'on a sur la traçabilité et sur le recyclage des équipements, je peux le citer, c'est parmi nos grands comptes, que sont parfois des gens comme les entreprises qui exploitent des maisons de retraite, la santé privée, sur des gens comme tout ce qui est services de restauration collective, les grandes SRC, qui, elles, réellement mettent dans leur cahier des charges et nous imposent de pouvoir leur fournir les certificats de destruction. C'est encore minoritaire, malheureusement, sur la partie publique. Ce qui est, de mon point de vue, un peu un comble, puisque c'est quand même l'État qui a mis en place ce qu'il fallait. Et donc, là-dessus, il y a quelque part un sentiment de frustration. Voilà. Et en plus, pour 2 raisons, c'est que quelque part, si on revient à la partie construction d'équipements, il est parfois dommageable et dommage que les acteurs publics ne se penchent pas assez sur l'origine des équipements, leur qualité intrinsèque, justement, des conceptions, leur qualité de durabilité et de réparabilité.
c'est parfois un peu dommage, mais on peut comprendre quand même que la compétitivité coût soit très importante. Mais en tous les cas, il est difficilement compréhensible que quoi qu'il arrive, une fois que l'équipement arrive en fin de vie, malheureusement parfois trop vite ou très vite, si l'équipement était mal choisi, mal sélectionné, cet équipement ne rentre pas dans un circuit qui est parfaitement rodé et parfaitement défini aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très intéressant. François, tu veux intervenir avant que je passe la parole à M. Anzalone? Oui, Flavien, à juste titre, a dit que la puissance publique avait des responsabilités. Je mettrais en premier lieu les collectivités territoriales plus que l'État, puisque effectivement, ce sont plutôt des autorités organisatrices qui méconnaissent les réglementations et la réglementation en matière de recyclage, qui sont en l'occurrence en cause. Je ne sais pas si le SINEG a des statistiques sur le nombre de modifications d'équipements qu'il y a annuellement. Ce serait peut-être intéressant de savoir à peu près quel est le volume ou le poids. Je ne sais pas quel est vos éléments statistiques sur lesquels vous construisez vos prospections. Mais voilà, qu'est-ce que ça représente chaque année, le changement d'équipement au sein des cuisines sur lesquelles le SINEG intervient, modification, recyclage, etc. Qu'est-ce que ça représente annuellement? Là, je manque d'informations. Écoutez, vous posez une bonne question. Alors, la première réponse, elle est purement économique. Je vous l'ai donné tout à l'heure. On est sur un chiffre d'affaires d'à peu près 700 millions d'euros sortis d'usine. Donc, c'est ce qui va aller équiper les cuisines des collectivités et de la restauration commerciale. Le taux de rotation des équipements, Flavien, vous pourrez nous en parler sans doute plus précisément, mais ça dépend des appareils. Hein. Il y a des... On est quand même plutôt sur des appareils qui ont une durée de vie assez longue, voire même très longue pour certains appareils. On n'est pas du tout, nous, dans une logique d'obsolescence programmée, bien au contraire. On est sur des technologies éprouvées, des matériaux nobles. Enfin voilà, tout ça est fait pour durer et assurer dans le temps la capacité de production de la cuisine. Je pense que nos clients finaux n'apprécieraient pas d'avoir des appareils qui tombent en panne dès qu'un commis de cuisine manipule mal son appareil, voilà, avec les taux de rotation dans les cuisines, il faut des appareils plutôt robustes. Ouais, donc, je vais peut-être laisser Flavien s'il a des données là-dessus. Voilà, on va dire la durée de vie des équipements dépend en fait de la catégorie d'équipement au sens large du terme. Alors, on va pas rentrer en détail en fonction évidemment des heures d'utilisation. Hein, si on est sur du 365 jours, etc., il y a des choses qui font que, mais globalement, l'équipement qui dure le plus longtemps, c'est la cuisson. On a une durée de vie entre 10 et 20 ans, ce qui est plutôt pas mal. Et la moyenne est plutôt 15. Et c'est vrai qu'on a globalement un piano, ça dure 15 ans. Des pianos sur mesure, ça dure quasiment 20 ans. Donc, et on fournit les pièces, pas que nous, hein, les constructeurs, on va dire, dignes de compagnons sur rue qui sont sérieux sur le marché font ça. En laverie, on est plutôt entre 7 à 10 ans, ça diminue un peu. C'est l'usage qui fait, c'est aussi la corrosivité des produits, etc., qui fait qu'on a une durée de vie un peu plus faible. Et la durée de vie la moins longue, entre guillemets, c'est les équipements de froid. Alors, les froids, on va dire sur des armoires froides ou des cellules, on est même parfois autour de 5 ans si l'usage est assez intensif. C'est les technologies qui veulent ça. Et bon, sur les chambres froides, évidemment, on est sur des durées de vie bien plus importantes sur l'enveloppe principale, mais en revanche, sur les composants annexes, c'est pareil, c'est plutôt du 5 à 7 ans. Pour être clair, les compresseurs, etc., c'est des technologies qu'on trouve aussi dans d'autres métiers. Ce sont des appareils qui supportent difficilement les variations de température, etc., etc. Et donc, au bout de 5 à 7 ans, il faut les réparer ou les remplacer. Voilà. Mais donc, en moyenne, on est plutôt là, à laverie, pas loin de 10 ans. En chaud, on est au-delà de ça, largement. On est plutôt sur du 15 ans. Et en froid, un peu plus faible. Encore une fois, sur les constructeurs ayant un certain sérieux. Merci de ces éléments. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous allons passer à la deuxième partie. Donc, finalement, les équipements en fin de vie, on en fait quoi? On va voir ça avec Grégory Anzalone. Vous êtes responsable développement marché professionnel chez Ecologic. Alors, Ecologic, c'est l'un des 3 éco-organismes chargés de la filière D3E pour les professionnels. Mais bon, vous allez nous expliquer ça plus en détail.
Vous-même, Absolument. donc ça fait 4 ans que vous êtes responsable chez Écologique et finalement vous travaillez spécifiquement avec les secteurs du génie climatique, des cuisines professionnelles et de la distribution automatique. Au sein de ce Tout à fait. vous êtes en contact à la fois avec les fabricants d'équipements électriques et électroniques, mais également avec les détenteurs de ces équipements pour la gestion de leur fin de vie et leur recyclage. Voilà. Absolument. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je vous passe la parole. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Et effectivement, ce positionnement que j'ai à la fois à travailler avec les metteurs en marché visés par la réglementation dont parlait André-Pierre tout à l'heure et également les détenteurs qui, eux, vont également aussi avoir une responsabilité, et on va en parler un petit peu plus en détail ensemble avec les quelques diapos que je vous ai préparés, me permet effectivement d'avoir une vision assez complète de toute la chaîne, des différents acteurs qui interviennent. Et alors, une chose importante a été aussi dite par Flavien, c'est parler de la responsabilité de celui dans notre jargon qu'on appelle de détenteur. Et concrètement, les collectivités vont effectivement avoir un rôle clé et on va y revenir. Donc je vais refaire un petit peu finalement la synthèse de ce qui a été dit pour vous amener ensuite sur la partie vraiment opérationnelle du dispositif, puis représenter un petit peu ce qui est écologique dans tout ça. Mais en premier lieu, donc revenir rapidement sur effectivement le cadre légal, ce dispositif qui met en place ce qu'on appelle une responsabilité élargie du producteur sur les fabricants d'équipements électriques et électroniques ou les importateurs, tous les acteurs qui vont être metteurs en marché de ces équipements sur le territoire français. Concrètement, le metteur en marché doit assumer la fin de vie de son équipement au moment où il le commercialise. Il doit déjà anticiper les enjeux autour de la fin de vie. Il a donc plusieurs options pour se mettre en conformité avec cette réglementation, dont celui de l'adhésion au dispositif collectif proposé par un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics sur la catégorie de déchets qui devrait être in fine géré. Le fabricant se met sous contrat avec un éco-organisme, verse des contributions au moment de ses déclarations annuelles, des contributions qui vont permettre à l'éco-organisme ensuite sur le terrain de proposer des solutions de collecte pour acheminer les D3E qui peuvent être de plein de catégories différentes, qui vont donc avoir différentes destinations. Tous les prestataires ne sont pas capables de recycler correctement du froid par rapport à un simple fourneau. Donc il y a toute une gestion de cette filière et des différents acteurs et tout ça a un coût, et donc les contributions des metteurs en marché va permettre de faire fonctionner ce dispositif. Alors, une fois que le metteur en marché s'est mis en conformité et a opté pour la solution éco-organisme, il transfère sa responsabilité sur la fin de vie sur l'éco-organisme, donc charge à l'éco-organisme ensuite sur le terrain d'aller proposer des solutions auprès des détenteurs. Parce que comme le disait Flavien, il y a beaucoup d'acteurs entre le metteur en marché et le détenteur. Il y a des installateurs, il y a des bureaux d'études, il peut y avoir d'autres acteurs qui font que le détenteur n'a pas de lien direct avec le premier metteur en marché. Donc charge à l'éco-organisme d'aller sensibiliser le détenteur. Alors, sur la slide suivante, on parle un petit peu plus de cette responsabilité de détenteur. Vous utilisez un appareil qui arrive en fin de vie, vous en défaire nécessite quand même d'avoir conscience de l'enjeu réglementaire derrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement vous défaire de l'équipement sans vous soucier de ce qui va se passer derrière. Parce que si jamais
vous confiez à un acteur un D3E qui se retrouvera chez un prestataire de traitement qui ne serait pas habilité à le faire ou pour lequel une problématique particulière arriverait, s'il devait être remonté la chaîne des responsabilités, ça remonterait jusqu'au détenteur qui doit s'assurer que le D3E, enfin la personne à qui il va confier le D3E, est bien habilité à le faire et à le faire correctement. Donc, une fois qu'on est conscient de ça, vous, collectivité, pouvez dans vos cahiers des charges imposer aux acteurs avec lesquels vous allez travailler des critères ou leur demander des éléments de preuve sur la façon dont va être géré l'équipement et en l'occurrence, un des meilleurs moyens de vous assurer que cette responsabilité de détenteur elle est correctement assumée, c'est lorsque l'on passe directement par l'éco-organisme agréé par la filière. L'article L541-10 du Code de l'environnement le dit, c'est dès lors que vous passez par l'éco-organisme, le détenteur transfère automatiquement sa responsabilité sur le déchet, enfin du déchet sur l'éco-organisme. Donc, charge après à l'éco-organisme de faire tout le nécessaire, et ça tombe bien parce que c'est notre travail, de faire tout le nécessaire pour que on s'assure que les acteurs derrière avec lesquels on va travailler pour la collecte et le traitement sont bien des gens habilités à le faire correctement. Alors, un éco-organisme, concrètement, c'est une société privée, mais qui n'est pas à but lucratif, qui a été créée à l'origine par des entreprises qui étaient concernées par ce dispositif de responsabilité élargie du producteur. Une fois cette entreprise créée, elle peut mettre en conformité n'importe quel producteur d'équipements électriques et électroniques qui décide d'adhérer chez elle. Et un éco-organisme ne peut remplir sa mission qu'avec l'agrément des pouvoirs publics. Sans agrément, il n'y a pas d'éco-organisme, et donc écologique a deux agréments, un agrément pour les D3E ménagers et un agrément pour les D3E professionnels. Alors, sur la slide suivante, on revient donc sur cette logique de filière et de l'engagement autour de Valoresto Pro. Donc, comme l'a dit André-Pierre tout à l'heure, c'est une démarche à l'initiative du SINEG et qui consiste à apporter une solution à la fois aux fabricants, mais aussi aux détenteurs, une solution unique qui va permettre de gérer deux problématiques déchets. La problématique des équipements électriques et électroniques que vous pouvez avoir dans vos cuisines professionnelles et également les éléments d'ameublement. Et en utilisant un seul éco-organisme pour gérer cette double problématique, vous proposez une solution de simplicité aux metteurs en marché et aux détenteurs qui n'ont qu'un seul éco-organisme à solliciter pour leur démarche. Du coup, ça m'amène à la slide suivante pour illustrer mon propos avec quelques chiffres. Alors c'est des chiffres de 2019 où il y avait plus de 2000 metteurs en marché adhérents à Écologique et qui déclaraient au total plus de 470 000 tonnes d'équipements électriques, dont 102 000 correspondant à des équipements professionnels. Le périmètre Valoresto Pro des cuisines professionnelles représente dans les déclarations presque 29 000 tonnes de D3E Pro et 5 000 de DEA, un DEA pour déchets d'éléments d'ameublement. Et pour ce qui est de la performance en termes de collecte, on est aujourd'hui à 194, enfin on était en 2019 à 194 000 tonnes collectées, donc 23 000 de pro. Et sur ces 23 000 de pro, le périmètre de Valoresto Pro correspond à 6 700 tonnes de D3E collectées et 900 de DEA. Sur la slide suivante, un peu de visibilité du coup sur la partie opérationnelle. Vous, en tant que collectivité, donc vous devez vous assurer que les gens
à qui vous allez faire appel pour la gestion de la fin de vie sont bien des gens habilités à le faire. Il faut leur imposer de passer par le dispositif Valoresto Pro, et tout le dispositif se passe ensuite en termes de planification des opérations de collecte par une plateforme qu'on appelle E-déchets. Donc c'est www.e-déchets au singulier.com, et l'installateur par lequel vous serez passé, à qui vous aurez demandé la traçabilité, les preuves que les D3E et les DEA ont été éliminés de façon conforme à la réglementation, se connecteront sur ce site, feront des demandes à Écologique, qui viendra prendre en charge sur site ces équipements et mettra ensuite à disposition toute la traçabilité qu'ils pourront vous fournir quelques semaines après la réalisation de l'opération. Et vous aurez des preuves concrètes que vos D3E et que votre responsabilité de détenteur a été correctement assumée. Voilà ce que je peux vous apporter comme visibilité, sans plus rentrer dans le détail après, bien évidemment. Merci beaucoup. Alors, Marc nous a rejoint. Marc, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Marc, en fait, je vais peut-être repasser la parole à Flavien qui t'a interpellé. Très bien, ça anime le débat. Voilà, ça va ouvrir le débat et après nous te passerons la parole puisque toi tu vas finalement parler au nom comme président de l'association RFE. Oui. Et donc tu étais fondateur du bureau d'études AC2R et pour parler de RFE, Resto France Expert, en fait c'est une association qui regroupe 105 membres, donc essentiellement des bureaux d'études, que tu vas nous présenter aussitôt après le petite mise en bouche de Flavien. Au contraire, c'est une demande active de collaboration à l'égard en fait, des bureaux d'études. Comme je disais, nous, en tant que constructeurs, on intervient on va dire, au départ du cercle de la chaîne. Hein, on met sur le marché des produits, comme je disais, éco-conçus, conformes à plein de choses. Mais une de nos frustrations aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place une filière avec le SINEG, avec Écologique, et qui est en partie mise à mal parce que, notamment si on parle des collectivités territoriales, un certain nombre d'appels d'offres publics sortent sans aucune notification ou obligation, même parfois référence à l'obligation qu'a la personne publique de retraiter ses déchets. Et en effet, on sait que nul n'est censé ignorer la loi, mais les lois sont quand même complexes et nombreuses. Donc, mon propos, c'est de dire, quelque part, je m'étonne toujours et je ne sais pas si chaque bureau d'études qui construit cahier des charges, quelque part, conseille, est vraiment force de conseil auprès de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage plutôt. Comment se fait-ce qu'on ne voit pas plus de cahier des charges avec, c'est assez court, c'est assez simple, ce rappel, cette explication, quelque part un guide, en disant il y a des organismes qui existent, voire aller jusqu'à demander, et enfin, une fois ou deux, c'est très vertueux, on l'a eu, on a des cahiers des charges qui sortent avec la demande de fourniture des certificats d'écologie ou d'éco-organisme, mais c'est presque une exception. Et donc, je m'étonne toujours que dans le cadre de l'orientation, de la logique des bureaux d'études sur tout ce qui est environnement, il n'y ait pas plus de choses qui sortent concrètement. Voilà. Parfait. Eh bien, je ne peux que valider les propos qui viennent d'être dits. En fait, pourquoi on a créé Resto France Expert, et Flavien Dumont et son entreprise en font partie, c'est que dans ces métiers, qui sont les métiers de fabricants, les métiers d'installateurs, les métiers de bureaux d'études, il y avait pas une place où tous ces professionnels pouvaient se parler. Du coup, les informations ne circulaient pas. C'est pour ça que dès que nous avons créé Resto France Expert, nous avons tout de suite adhéré à Valo Resto Pro, parce que c'est une obligation, et les bureaux d'études, je le confirme, ont un vrai rôle de conseil. Aujourd'hui, les conseils apportés par les bureaux d'études ne sont pas encore complets. C'est pour cela que je parle que RFE, c'est pas toute la profession des bureaux d'études. Mais en tout cas, il est clair, deux choses sont claires, c'est que déjà,
au niveau des fabricants, au sein de Resto France Expert, il n'y en a aucun qui peut adhérer s'il ne respecte pas ces règles. Donc ça, c'est carré. Et au niveau des bureaux d'études, nous rappelons à chaque fois que nous avons des réunions l'importance de conseiller nos clients qui, au final, sont les derniers détenteurs, donc qui portent une responsabilité. Alors, c'est clair que ce message, on le diffuse au sein de notre association. Comme toujours, il faut du temps. Il faut du temps. Mais oui, l'objectif, c'est bien que les bureaux d'études jouent pleinement leur rôle. Et qu'on le fasse avec une grande intelligence. D'ailleurs, nous avons des échanges fréquents avec le SINEC qui nous donne des informations sur ces sujets-là. Et alors maintenant, effectivement, Flavien, on peut dire que rarement il y en a qui le font, on peut dire qu'il y en a déjà quelques-uns qui le font ou que ça se fait, mais il y en a qui ne le font pas. Je ne parlerai pas de ce curseur-là. Je sais que l'objectif n'est pas encore pleinement atteint. Voilà. Donc, que dire d'autre, si ce n'est que de notre côté aussi, nous martelons cette obligation de prendre en compte le traitement des DE et des DE. Donc voilà. Marc, merci pour cette précision, mais quand même, là, au vu de l'actualité du plan de relance, vous l'avez vu tous, ce plan de relance est adressé aux petites cantines pour renouveler leurs équipements. On n'a vu nulle part, et je suis tout à fait d'accord avec Flavien, on n'a vu nulle part le problème du recyclage des équipements. Et c'était, on est bien d'accord, l'origine de ce webinaire, c'est que on a pu voir combien les collectivités étaient démunies par rapport à ça. Alors, d'où, en fait, l'information, elle peut venir de qui? J'ai envie de vous poser la question. Elle peut venir bien évidemment des bureaux d'études, mais pas que. Il faut savoir qu'en moyenne, pour situer un petit peu le taux de présence, sur la totalité des projets de restauration, de renouvellement de matériel, d'adaptation de locaux et ainsi de suite, les bureaux d'études sont grosse cote présents que 25% du temps. Donc, ça veut dire que oui, quand un bureau d'études est sur une opération, généralement elle est significative parce que c'est un peu complexe, mais il y a plus des 3/4 des opérations qui se font sans bureau d'études. Alors, c'est pour ça que moi, je suis très content d'avoir créé Resto France Expert et qu'il y ait autant d'adhérence. On ne cesse de progresser parce qu'on peut se parler, on peut se dire ces choses-là. Sinon, on reste dans des querelles de clochers et on n'avance pas. Donc, Laurent, comment te répondre? Oui, il faut que les bureaux d'études qui traitent 25% du marché national s'investissent et nous, au sein de l'association, on a un cahier des charges qu'on met à disposition de nos adhérents bureaux d'études pour qu'ils l'intègrent dans leur cahier des charges. Maintenant, nous sommes une association, nous ne sommes pas une gendarmerie, mais on véhicule ce message-là. Mais il faut aussi, sur la place publique, il faut bien comprendre que les installateurs, je le disais tout à l'heure, il y a vraiment pour moi un trépied dans nos métiers. Celui qui construit, celui qui installe, et de temps en temps, quelqu'un qui dit où il faut l'installer. Il est très clair que c'est un mouvement collectif de ces trois métiers qui va progresser. Je pense que les fabricants sont très, très en avance, sont très conscients de la chose. Les bureaux d'études, on est à mi-parcours. Et puis les installateurs, je sais pas. C'est possible que ça soit pas non plus systématique. Alors, la grande question, c'est peut-être les installateurs. Est-ce que le SINEC peut répondre ou est-ce que, Flavien, vous, constructeur, vous êtes plus en contact avec ces installateurs? Est-ce que vous avez interpellé les bureaux d'études? Mais il est vrai que je vois les communes en lien avec les installateurs. Peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un installateur. C'est un des maillons qu'on a cité tout à l'heure. Hein. Il y a le producteur, il y a l'installateur, le client détenteur, on va dire, les bureaux d'études, évidemment le syndicat et l'éco-organisme, et enfin les entreprises de recyclage. C'est sept maillons qui sont indispensables pour que la chaîne fonctionne. L'installateur est un maillon essentiel puisqu'il va parfois installer, mais surtout aussi démonter, il va faire les deux. Aujourd'hui, il y a un syndicat des installateurs. Comme l'a rappelé André-Pierre Doucet, nous, on est syndicat des constructeurs. Donc, c'est délicat pour nous de parler en leur nom. En revanche, en effet, nous, en tant que fabricants, on est en contact avec eux. On a nous-mêmes une activité d'installation. Et là, une vision qui est une vision purement personnelle de la chose, c'est qu'aujourd'hui,
il y a un écart type très fort entre le comportement des différents installateurs qu'on peut rencontrer sur le marché. Certains sont très sensibles à la réglementation, très sensibles à la partie environnementale, très sensibles au fait d'apporter du conseil à leurs clients. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux ont adhéré à Valo Resto Pro en tant qu'installateur. Et d'autres acteurs continuent à travailler, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que certes, ce qu'on appelle les DEA, donc c'est les déchets d'ameublement, donc les meubles qui sont pas, on va dire, qui sont en bois, qui sont en plein de choses, coûtent cher. Donc ça, ils sont traités bizarrement. Mais à l'inverse, tout ce qui est meuble neutre avec une grosse part d'inox a une valeur marchande très importante dans les filières de recyclage, plus ou moins officielles. Donc dit autrement, si vous n'êtes pas très précautionneux et pas très regardant, vous démontez une cuisine, une petite cuisine même d'un collège, d'un lycée, on ne va pas faire une cuisine centrale, hein. Vous récupérez les tables inox, les plombs, etc. Et vous allez, je vais reprendre votre expression, Laurent, vous allez chez Jojo le Ferrailleur, j'espère que personne ne s'appelle Jojo à la salle, mais vous allez chez Jojo le Ferrailleur et vous allez repartir au mieux avec un chèque, au pire avec du cash. Et ce sont des pratiques qui existent encore. On ne va pas se le cacher, on est là pour se dire les choses. C'était des pratiques habituelles dans le temps qui n'étaient même pas répréhensibles, hein, c'est ça. Il fallait bien se débarrasser quelque part de l'inox, il fallait bien se débarrasser des meubles, et donc on allait voir le ferrailleur, on l'appelait comme ça. Donc maintenant, une entreprise de recyclage qui disait non, tout ce que tu m'amènes, ce n'est pas valorisé, donc c'est zéro, je te le reprends, je suis déjà bien gentil. Bon, allez, là, si tu as amené beaucoup d'inox, donc tu repars avec un billet, et voilà. Et c'était logique. Hein, c'était quelque part déjà une filière artisanale qui avait trouvé son business model. Aujourd'hui, malheureusement, la loi normalement interdit ce genre de pratique, a réglementé ça pour le meilleur pour la société, hein, pour éviter un impact environnement défavorable. Malheureusement, ces pratiques ont toujours lieu. Et c'est là qu'on se heurte. Et les installateurs font partie clairement de la chaîne. Donc, je pense qu'à travers leur syndicat professionnel, il serait quand même également très important que peut-être RFE intervienne, que peut-être les SNEC interviennent, on l'a déjà fait, je crois. Mais il y a encore une sensibilisation à faire parce que sans eux, au moins pour la partie publique, si les collectivités s'organisent, se sensibilisent, elles imposeront, comme elles font parfois, la fourniture de certificats. Et là, il n'y a pas à tergiverser. Si vous n'avez pas de certificat, vous avez des vrais enjeux pénaux pour l'installateur. Il reste tout le côté aussi quand même privé, où là, les gens, c'est plus diffus, la formation est plus diffuse, ça sera peut-être plus compliqué à diffuser. Et là, si l'installateur, ne rentre pas lui-même dans cette logique de filière d'éco-organisme et de recyclage, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'en effet, il faudrait qu'il soit partie prenante de la discussion. Pour compléter, Flavien, l'installateur, si son client, donc le premier détenteur, la collectivité, lui impose dans son contrat, dans ses conditions commerciales pour travailler avec lui, s'il impose à son installateur de passer par la filière officielle des D3E, déjà ces pratiques que tu illustres, Flavien, elles ne pourront plus se faire puisque ce sera une exigence client d'un client qui aura conscience de sa responsabilité de détenteur, comme on l'a vu sur la slide de tout à l'heure. Donc, il y a une exigence qui doit venir du détenteur. Il y a ensuite effectivement tout ce travail de pédagogie à faire vis-à-vis des installateurs. Et là, écologique a aussi un rôle à jouer. C'est apporter aussi des facilités à ces installateurs. C'est vraiment le maillon clé de la chaîne. Et là où il y avait effectivement des pratiques un petit peu spéciales avant, il y avait beaucoup de facilités, il n'y avait pas de traçabilité, il y avait très peu d'administratifs. La vie était facile. Dès que la réglementation arrive, dès qu'il y a une traçabilité à faire, dès qu'il faut comptabiliser des tonnages pour les suivre, s'assurer chez qui ils vont, chez quel prestataire, et comment tout sera démantelé et dépollué chez ces différents prestataires, il y a effectivement une charge administrative un petit peu plus importante. Notre travail à nous, écologiques, éco-organismes agréés, c'est aussi d'avoir conscience de ça et d'essayer de simplifier le plus possible les problématiques de ces acteurs-là, en proposant donc des solutions qui vont répondre à l'exigence de traçabilité qui est
incontournable, mais tout en ayant aussi conscience que le but n'est pas non plus que les gens passent 107 ans dans la précipitation, dans le temps qui est très limité pour chacun d'entre eux, que ce ne soit pas du temps perdu à faire que de l'administratif. Donc c'est là qu'on va développer des batteries de solutions, que ce soit donc par le biais du site internet pour faire ces demandes de collecte, des mises à disposition de points d'apport professionnels où les gens peuvent venir déposer les D3E Pro sans contrainte. Voilà, une batterie de solutions qui va simplifier aussi la vie de ces acteurs. Mais retenez vraiment aujourd'hui que l'enjeu, c'est que vous, détenteurs, soyez conscients de votre responsabilité et de bien imposer aux gens avec qui vous allez travailler, de vous apporter les preuves que votre responsabilité aura été bien assumée en passant par l'éco-organisme, tout simplement. Merci Grégory, c'est effectivement important de souligner ça. Donc André, je vous passe la parole. Oui, merci Laurent. Puis j'en profite pour saluer Marc. Bienvenue à ce webinaire. C'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger, en tout cas dans le cadre d'un webinaire public sur ces sujets. Je suis ravi que tu aies pu te joindre à nous. C'est un très bon webinaire, Laurent, parce que finalement, on va directement sur les deux des sujets les plus importants. C'est effectivement le rôle du bureau d'études et de l'installateur, d'une part, et puis la situation ce qu'on appelle les ferrailleurs, enfin, dans le jargon moderne, les récupérateurs de métaux. Si on parle d'abord des bureaux d'études et des installateurs, je dirais qu'on est dans une démarche de progrès. Autant la situation du fabricant, de l'importateur, du metteur sur le marché, elle est claire depuis longtemps, avec une obligation légale qui est une obligation de prise en charge financière. Dans notre malheur, puisqu'on est le payeur, on a l'avantage de la clarté et d'un dispositif qui a maintenant plus d'une dizaine d'années. Du côté des bureaux d'études, des installateurs, finalement, leur rôle, ils l'apprennent au fur et à mesure de l'histoire de ce dispositif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès les débuts de nos démarches, qui ont abouti à la création de Valeur Resto Pro et à la contractualisation avec Écologique, on a eu de cesse que d'agréger les organisations professionnelles qui représentent ces professions, parce qu'on a su dès le départ qu'il y aura un travail de pédagogie de longue durée à exercer avec eux. La très bonne nouvelle, c'est que maintenant, toutes les organisations représentatives des différents maillons de cette chaîne de responsabilité adhèrent à Valeur Resto Pro. Ils ont signé la charte de Valeur Resto Pro. Et le dernier en date, effectivement, c'est Resto France Expert. Et je vous annonce aujourd'hui qu'on a eu la signature il y a quelques semaines, quelques mois, de l'UMI Île-de-France. Donc oui, on a aujourd'hui pratiquement l'intégralité du panel des organisations professionnelles qui représentent ceux qui, à un moment donné ou à un autre, exercent une responsabilité dans le dispositif. Démarche de progrès. Ensuite, ces démarches de progrès doivent s'accompagner d'outils pratiques. Je sais, pour en avoir discuté avec RFE et avec d'autres organisations de bureaux d'études comme FCSI, je sais que vous avez à vos dispositions maintenant des mentions types que vous pouvez donc proposer dans les cahiers des charges des appels d'offres. Et je sais que vous faites ce travail, Marc, de prescription auprès de vos adhérents bureaux d'études. C'est un travail qu'il faut poursuivre. Côté installateur, le SNEFCA nous a également rejoint dans la charte Valeur Resto Pro il y a un an, ce qui a été un progrès considérable et ce qui permet, je pense, aujourd'hui à Écologique d'avoir une relation, on va dire, également constructive en matière de contractualisation, puisque le sujet aujourd'hui, c'est aussi de permettre aux installateurs d'avoir un juste retour de leur rôle dans le dispositif. Et ça passe forcément à un moment donné par la contractualisation. Et je sais qu'Écologique travaille au quotidien à contractualiser avec des réseaux. Absolument. Démarche de progrès. Enfin, je finirai sur un autre sujet, celui du récupérateur de métaux. Il faut savoir qu'à une époque, au tout début de cette problématique de collecte et de recyclage des équipements de cuisine professionnelle, le SINEG a eu une démarche qui était plutôt d'éviter la règle, au motif qui nous semblait tout à fait légitime à l'époque, et d'ailleurs sur lequel on n'a pas forcément non plus totalement abandonné notre point de vue, qui était de dire les équipements de cuisine ne posent pas d'abord un grand problème de pollution, ont des filières naturelles
de collecte et de recyclage sur des valorisations matières qui sont des valorisations positives. En clair, un déchet de cuisine professionnelle qui est constitué d'un matériau noble, en particulier l'acier et l'inox, c'est un déchet qui a une valeur positive. Ce n'est pas un déchet qui coûte, c'est un déchet qui rapporte, dans la plupart des cas, et en fonction des coûts. Donc, notre premier réflexe, c'était de dire, monsieur le législateur, pourquoi voulez-vous imposer une règle à un système qui existe déjà, et pourquoi voulez-vous faire payer quelque chose qui se finance déjà? Force est de constater qu'on n'a pas réussi à convaincre les pouvoirs publics, nous sommes une organisation légaliste, on est rentré dans le rang, et maintenant on lui trouve des vertus à ce dispositif-là. Et une de ces grandes vertus, c'est d'admettre aussi que quand un récupérateur de métaux collecte un lot d'équipements de cuisine, il va avoir des équipements effectivement qui ne vont pas poser de problème. J'allais dire une table, un fourneau, avec une dépollution minimum, va tout de suite être revalorisé en matière. En revanche, un conservateur, une cellule de refroidissement, une armoire de conservation, un meuble blanc réfrigéré, c'est une autre histoire parce que c'est un appareil qu'il va falloir dépolluer avec des procédés qui vont permettre une captation sécurisée des fluides frigorigènes et des isolants. Et ça, c'est une toute autre affaire. Et c'est là où on a quand même besoin de faire ce qu'on appelle de la traçabilité. Il faut que le produit, on sache quel circuit il a emprunté, quelles opérations ont été réalisées sur cet appareil et qu'on ait la garantie que la dépollution a bien été faite. Aujourd'hui, en principe, Grégory me corrigera si je me trompe, en principe, un récupérateur de métaux devrait contractualiser obligatoirement avec un éco-organisme pour pouvoir faire ce métier de récupération sur les filières REP qui sont réglementées, donc les filières type des 3E de cuisine professionnelle et autres. Je confirme. C'est une démarche, là aussi, de progrès qui est en cours, mais il y a bien, là aussi, une obligation légale. Donc aujourd'hui, pour en arriver à la conclusion de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et puis les enjeux que je vois se dessiner, il y a deux grandes actions que nous devons mener collectivement. Il y a une action de prescription, on en a parlé. Il est effectivement indispensable que collectivement, on puisse dire à la fois à celui qui achète le produit de s'assurer qu'il achète un produit qui est un produit qui a été conçu dans les règles de l'environnement et qui a acquitté son éco-contribution. Donc, à l'achat, il faut que le produit finalement fasse la démonstration qu'il est en règle avec ses obligations. Et à la fin de vie, il faut également que le détenteur du produit soit au courant de sa responsabilité et qu'il fasse emprunter à son produit, à son déchet, une voie qui soit une voie agréée. Ça, c'est notre responsabilité collective. Prescription. Le deuxième grand sujet, c'est la surveillance du marché. Je vous disais en introduction de ce webinaire, ça fait plus de 10 ans que le SINEG fait un travail de pédagogie à la fois auprès de ses membres, auprès de ses fabricants, mais également, on vient d'en parler, auprès de la filière, pour que cette notion de fin de vie éco-responsable des produits rentre dans les usages de la profession. 10 ans de communication. On considère aujourd'hui qu'aucun fournisseur, aucun fabricant ne peut ignorer cette responsabilité. Donc aujourd'hui, on considère que notre rôle ne doit plus être simplement d'informer, d'éduquer. Notre rôle, ça doit être aussi de signaler. C'est-à-dire que le SINEG a mis dans son programme d'action 2021 en place des procédures de signalement auprès de l'administration de metteurs sur le marché qui, après enquête et recueil d'indices, ne seraient pas en conformité avec son obligation de financer la fin de vie de son équipement. Donc aujourd'hui, deux enjeux, à notre sens, la prescription et la surveillance du marché. Merci beaucoup pour vraiment toutes ces précisions et surtout cette clarté dans tes propos, André-Pierre. Effectivement, Nelly Rioux soulignait la nécessité de travailler avec les équipementiers. Est-ce que le lien avec ces équipementiers, donc le SNEFCA, le SINEG, apparemment, vous avez signé un accord. Est-ce que RFE, vous êtes proche des équipementiers? Est-ce que vous travaillez avec eux? C'est une très, très bonne question. Nous sommes extrêmement convaincus qu'un bon projet et un client content ne peut exister que s'il y a eu un bon fabricant, un bon installateur et un bon bureau d'études. Et aujourd'hui, nous menons de plus en plus d'échanges avec les représentants des installateurs, notamment
La semaine prochaine ou très prochainement, il y a un grand congrès d'installateurs qui va avoir lieu. J'ai demandé à avoir un temps de parole, on me l'a accordé, parce que je veux à la fois rappeler quels sont c'est quoi le contenu d'un métier de bureau d'études, et compter sur moi pour également parler de Valo Resto Pro, parce que là, il va y avoir un paquet d'installateurs. Et je prendrai 3-4 minutes, c'est pas beaucoup plus, mais 3-4 minutes pour juste mettre en évidence leurs responsabilités. Je pense qu'il faut que l'information circule, donc autant que faire se peut, j'essayerai au maximum toujours de porter ce message, mais je pense que il faut, enfin, mon ambition, ça va être vraiment de les alerter. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation et celui qui ne la respecte pas, il y a risque. À partir de là, je pense que certains entendront quelque chose. Ce sera une petite pierre à l'édifice, avec les organisations comme le SNEFCA, le GECO et les autres, même les groupements d'installateurs. Avec nous, c'est porte ouverte. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'ils organisent un colloque ou une réunion, ils nous appellent pour que nous soyons présents à leur côté. Alors, moi, je trouve que c'est un pas énorme. Oui, c'est énorme. Oui, alors, je vais juste, tu vas me poser une question, mais je vais terminer. C'est un pas énorme qui a suscité des petites passerelles qui se sont mises en place. Et à aujourd'hui, tout le monde me dit, mais pourquoi on ne peut pas venir à RFE? Pourquoi? Eh bien oui, on se la pose, la question. Depuis la création de RFE, on réfléchit à ça. Et ce qu'il faut faire, je pense que oui, il faut qu'il y ait un endroit en France où on se retrouve en dehors des syndicats, en dehors des groupements d'achat, entre professionnels, qu'on fasse intervenir des gens extérieurs qui vont nous parler de choses très intéressantes, comme par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je le pense. Simplement, c'est un petit peu long à mettre en place. Nous allons encore en reparler dans notre prochain conseil d'administration qui a lieu à la fin du mois. Je pense que oui, il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'on partage, tout simplement. Et si on partage, là, du coup, la bonne parole, si tant est qu'elle existe, elle va se diffuser beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est une bonne idée, Marc. Je voulais juste te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Des élus voulaient construire une cuisine centrale. Et en fait, ils se sont adressés à l'équipementier local. Et je pense que, je ne sais pas si, là j'ai une méconnaissance de ce segment-là. Est-ce que pour vous, les équipementiers pas les équipementiers, les installateurs sont suffisamment fédérés? Alors fédéré, je ne sais pas, mais est-ce qu'il était le bon interlocuteur pour la mairie? Non, pas du tout. Voilà, non, mais voilà. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Moi, je veux sortir du système qui consiste à mettre les gens dans les cases et à dire que chacun pique le boulot de l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas souvent vrai. Moi, je dis que chacun dans son domaine de compétences doit apporter une valeur ajoutée. Et j'ai un tas d'exemples sur le sujet. Aussi bien vis-à-vis des bureaux d'études qui ne sont pas forcément compétents ou très compétents, idem avec des installateurs qui savent à quel moment ils doivent faire appel à un bureau d'études ou pas, et y compris avec les fabricants avec qui on a une écoute et une qualité de travail. Donc, si on parle de phénomènes de terrain très pointus, on va toujours trouver des fâcheries. Ça, c'est clair et net. Sauf que si on veut élever nos professions et apporter une amélioration du service que l'on porte auprès de nos clients, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle et qu'on se respecte. Et
Voilà. Mais aménager donc une cuisine collective, en fait, ou une cuisine centrale, si on veut, dans plus grand, si on voit beaucoup plus grand, c'est quand même très complexe. Et c'est vrai que là, je reprends la deuxième remarque de Nelly qui me semble intéressante aussi, c'est pour sensibiliser les collectivités territoriales, il me semble que les AMO, alors peut-être qu'on peut distinguer les AMO des bureaux d'études, je ne sais pas Non, ça. non, c'est la même famille. D'accord. Ouais. Voilà, il me semble que les AMO qui les accompagnent pour préparer les appels d'offres devraient être les premiers à recommander la prise en compte du recyclage des équipements, effectivement, et toute la législation. Oui, je suis d'accord avec toi, mais on est convaincus tous de ça. Maintenant, il faut en parler, reparler, donner les moyens. euh, et ça existe, ça existe. Mais je suis d'accord, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Ouais. On lâche pas l'affaire. C'est très bien. Alors, j'ai la question de Lydie de son côté qui dit pourquoi considérer qu'un équipement dont on se débarrasse est un D3E, donc c'est déchet. S'il prend le chemin du reconditionnement, il sort du statut de déchet, à mon sens. Vous n'abordez pas le sujet du reconditionnement. Pourquoi? Est-ce que Flavien, vous voulez répondre? Oui, alors, en effet, si on arrive sur le thème un peu de la seconde vie, ou l'économie circulaire, si on peut s'exprimer ainsi, des équipements de grande cuisine, pour mettre un peu les pieds dans le plat et aller droit au but. Aujourd'hui, il n'existe pas d'un équivalent, ceux qui connaissent un back market, hein, comme pour le recyclage ou le reconditionnement des téléphones. Hein. On est en B2B, il y a des filières B2B qui ont déjà organisé des secondes vies et des économies circulaires. On est à un niveau de maturité très très faible dans les fabricants et dans la chaîne complète des équipements de grande cuisine. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on a une variété d'équipements et de constructeurs. Hein. C'est un marché qui est atomisé. Hein. Aujourd'hui, vous avez sur le marché français peut-être 30 fabricants de fours, 30 metteurs sur le marché. Vous avez en matériel froid, vous en avez 100. Et je ne compte même pas les exotiques dont j'ai jamais entendu parler, des low cost country ou de Made in Turkey. Donc, vous avez un nombre d'acteurs et de metteurs sur le marché énorme. Donc, pour pouvoir en fait organiser une seconde vie, un marché de seconde vie, en tant que fabricant, ce n'est pas mon métier. On n'est pas organisé pour ça. Des problèmes logistiques, de place, de volumétrie, on n'est pas forcément adapté. On a encore une fois donc, des équipements très variés. Si on prend un piano, par exemple, on va dire un piano avec une friteuse, une sauteuse, un bain-marie, il y a un nombre d'équipements diversifiés assez important. Donc, on arrive à un moment donné à une problématique assez simple, c'est que pour organiser un marché de seconde vie, il faut pouvoir, à un moment donné, avoir un entonnoir pour amener vers l'acteur qui serait capable de faire ça, de recycler ou on va dire, de rénover ses produits. Il faut lui garantir une certaine volumétrie, une certaine constance dans le temps, parce que s'il veut lui exister, s'il veut avoir un modèle économique pérenne, il faut qu'il puisse alimenter le marché et ses clients avec quand même des matériels qui répondent à la demande et dans un délai raisonnable. Et aujourd'hui, le principal écueil, c'est vraiment qu'il y a tellement de constructeurs qu'on ne s'est pas mis autour de la table pour pouvoir vraiment évoquer ça. Il y a une telle diversité des produits, ça va être très compliqué de pouvoir, on va dire, garantir une volumétrie. Et puis, il reste un point, au-delà de la logistique, hein, des choses qui se traitent, hein, il reste un point important, c'est que sur certains appareils, je vais donner l'exemple peut-être le plus basique, vous prenez un lave-verre, prix d'achat, neuf, 500, 600, 400 euros, 100 euros, une armoire froide. Je ne parle pas encore des armoires froides made in China qui respectent aucune législation, notamment les gaz, mais une armoire froide, prix d'entrée, 1000, 1200 euros. Si vous voulez la rénover, avec la main-d'œuvre, les nouveaux composants, vous avez du mal à trouver un équilibre économique en fait, à cette filière. Parce qu'on s'est déjà posé la question, nous, en tant que Boétie Road, de voir si on pouvait, avec d'autres partenaires, un peu voilà, réussir à construire une volumétrie et mettre une filière sur place. Pour l'instant, on n'a pas, j'avoue, on n'a pas passé non plus des heures dessus, mais pour l'instant, déjà, les premières réflexions, les premiers groupes de travail qu'on a fait, on a eu beaucoup plus de questions que de réponses. La durée de vie des produits, on l'a évoqué, hein, pareil, quelque chose qui dure 15 ans. Si vous voulez le rénover au bout de 15 ans, il faut quand même avoir les pièces détachées, il faut avoir les compétences techniques. C'est une vraie question, parce qu'il y a, comme l'a dit André Pierre et l'a souligné Grégory, on a quand même un nombre d'équipements assez important. On met tous les ans sur le marché, on met des centaines et milliers d'équipements sur le marché. Mais pour l'instant, la filière de seconde vie n'existe pas et
À ma connaissance, il n'y a aucun constructeur qui a pris le lead sur ce type de problématique. Peut-être que ça va venir plutôt des clients, mais voilà. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour vous, Flavien. En fait, avec Vesto, on s'installe justement à cette tâche. Et comme vous le dites, très bien, Oui. c'est un métier à part, un nouveau métier qui se crée aujourd'hui. Le marché est en effet très immature, mais ensemble, nous pouvons avancer vers une filière de la seconde vie Tout à fait. fiable et peut-être viable. Donc voilà, Bastien est à votre écoute, j'ai l'impression. Oui, il faut que je corrige un peu parce que j'ai parlé en tant que constructeur. En tant que FINEG, on a en effet récompensé, donné un prix à Vesto en tant que Valoresto Pro. C'est une entreprise assez jeune qui, justement, s'intéresse à la création, on va dire, d'une filière viable de seconde vie d'appareils. Et en effet, en tant que constructeur, je serais vraiment intéressé de les rencontrer plus en dehors même peut-être, ou avec le SINEG d'ailleurs, mais avec d'autres constructeurs. Mais c'est vrai que ça pourrait être pour moi qu'un acteur tiers par rapport au constructeur. Les constructeurs, on n'est pas équipés, on n'est pas formatés, c'est pas notre métier. Et pour l'instant, en effet, on attend peut-être aussi d'avoir justement l'émergence d'acteurs qui s'intéressent à ce marché, qui vont nous apporter des solutions aux questions que j'ai posées et qui peut-être, eux, vont être capables de créer avec nous, en partenariat avec nous, une filière viable économiquement. Voilà. Alors là, j'ai deux questions pour Grégory. J'espère que, voilà, Grégory, donc c'est vrai que c'est moi-même qui ai mentionné 3 éco-organismes et quels sont les 2 autres? Est-ce que vous pouvez répondre? Et puis sinon, l'autre question, c'était votre site en fait, c'est www-déchets.com. Ne peut-il pas être utilisé directement par le détenteur aussi? Alors, le détenteur obligé légalement trouve directement sa solution. Alors, par rapport à la première question sur les éco-organismes, les autres éco-organismes agréés des 3E Pro, c'est Écosystème. Et quand je dis « et », en fait, il n'y en a qu'un seul autre, c'est Écosystème et nous. Il n'y a que 2 éco-organismes qui sont agréés des 3E Pro. Et je pense en fait que le 3e éco-organisme auquel vous faites référence, c'est un autre éco-organisme qui s'occupe des panneaux photovoltaïques, qui s'appelle PV Recycle, mais qui là n'est pas le sujet du jour. Mais voilà pourquoi, en tout cas, je pense que vous indiquez qu'il y en a 3. Pour ce qui est de E-déchets, alors la réponse est oui, et c'est même la situation finalement idéale, où c'est le détenteur, le premier détenteur, celui qui théoriquement doit donner ordre à son installateur de faire le nécessaire, mais si lui-même, en tant que détenteur, est en capacité d'agir et qu'il est prêt effectivement à se créer son compte sur E-déchets, à passer la demande de collecte et à coordonner cette collecte avec le moment où l'installateur aura fait le nécessaire pour préparer le matériel à l'extérieur pour qu'il soit prêt au chargement le jour du rendez-vous, c'est la situation idéale, puisque là c'est vraiment le donneur d'ordre qui lui-même aura pris en main sa responsabilité et aura fait la démarche directement sur E-déchets. Donc c'est vrai qu'on l'a pas proposé parce qu'on a focalisé le propos sur les acteurs importants que sont les installateurs, mais oui, il est tout à fait possible qu'un détenteur, quel qu'il soit, ait son compte sur E-déchets, puisse bénéficier du service de collecte qui est un service gratuit. En fait, ce mot détenteur me pose un problème. C'est vrai que. Et oui, parce qu'il est compliqué. Oui, il est compliqué. C'est vrai que nous. Il intègre plusieurs acteurs différents, en fait. Voilà, Flavien, en introduction, parlait, oui, c'est plus simple finalement avec le secteur privé, puisque là, on a bien identifié, comme l'INSEE d'ailleurs, bien identifié la restauration collective. Par contre, le secteur public, c'est un peu plus compliqué et on ne sait pas à qui s'adresser. Alors, il est vrai que nous, on parle de ces autorités organisatrices de la restauration collective, ces personnes qui gèrent la restauration collective. Est-ce que ce seraient les collectivités? Marc, je te pose un peu cette question. Est-ce que c'est le détenteur pour toi, c'est la collectivité? Le détenteur, quelque part, oui, mais la question est très très précise. Moi, je pense qu'il faut que nous fassions feu de tout bois. Il faut communiquer. Alors effectivement, sur les collectivités, ils ont des revues, ils ont des journaux. Je pense que la presse aussi a un vrai rôle à jouer. Parce que nous, un bureau d'études, effectivement, dans son cahier des charges, il peut écrire tout ça. Aussi bien au moment de la dépose, de la récupération, on peut l'écrire.
Et il faut qu'on le fasse. Mais il y a plein d'autres moyens, je pense. Je ne sais pas combien il y a de cuisines et de restaurants en France, mais je ne sais même pas si quelqu'un le sait. Ah, si, nous, on le sait pour la restauration collective, puisqu'on sait donc on a identifié plus de 101 500 sites de restauration collective et à peu près 55 000 sites de production de repas. Ah. Donc voilà, ça fait quand même, juste pour la restauration collective, on ne parle pas de la restauration rapide ou commerciale. Donc effectivement, à partir de là, il est vrai que vous, en plus, bureau d'études, c'est vrai que RFE, vous êtes des spécialistes de la restauration. Vous n'êtes pas un bureau d'études comme un autre. Vous êtes, et on voit bien que quand tu dis on pourrait préciser ces données par rapport au recyclage des équipements, des choses comme ça. C'est-à-dire, on pourrait, c'est qu'on nous sommes une association, mais on incite fortement nos adhérents au bureau d'études à intégrer dans leur cahier des charges toutes ces prescriptions. Ça, on l'incite. Mais bon, après, moi, je pense qu'il faut communiquer en dehors de nos métiers. Il faut communiquer auprès de nos clients. Parce que quelque part, à un moment donné, c'est toujours notre client qui va être le détenteur final. Et là, il faut communiquer dans la Gazette des communes, si tu veux parler des collectivités. Il faut communiquer dans les revues d'ingénieurs techniques, hospitaliers et compagnie. Il faut communiquer. Et ça, qui peut initier ça? Qui va se dire, tiens, je vais le faire? Je vais passer la parole. Ouais, je vais passer la parole à François. Je pense qu'il a quelque chose à ajouter. Non, mais bon, je ne veux pas mettre le débat sur d'autres terminologies où plusieurs réglementations ou dénominations se croisent. Mais c'est l'exemple même détenteur, c'est une réglementation environnementale. Et on n'est pas dans une réglementation environnementale quand on parle d'équipements nouveaux. Évidemment, et donc on a un problème d'identification du qui fait quoi et qui retient quoi. Là, en l'occurrence, je préfère parler, moi, d'autorités organisatrices qui opèrent des commandes d'équipements nouveaux, et c'est bien l'autorité organisatrice qui opère, et elle peut être ou publique ou privée, ou un établissement public ou une collectivité territoriale, elle peut revêtir plusieurs dénominations différentes, ou un opérateur privé qui s'équipe d'une cuisine. Et là, c'est très clair au niveau des dénominations. Les trois que je viens de citer sont des détenteurs de matériel. Et évidemment, on peut les généraliser sous le thème de gestionnaire. C'est le gestionnaire qui détient le matériel qu'il fait fonctionner. C'est lui. Voilà. Mais encore une fois, croisement de dénominations qui sont de nature différente entre la réglementation environnementale et les réglementations de construction, de maître d'ouvrage, de maître d'œuvre, de bureau d'études, qui ont du mal à se croiser dans les terminologies. Merci François. Marc ou Flavien, vous voulez réagir peut-être à ce propos où il est vrai qu'en restauration collective, on constate ce problème de finalement croisement de réglementation. D'un côté, l'éducation nationale, d'un côté, l'environnement, d'un côté, l'agriculture, et finalement, et la santé. Bon, voilà. Et finalement, des propos qui se croisent. Et il est vrai qu'on pourrait interpeller un peu plus. Et nous, c'est ce que l'on fait, en fait, quelque part, à l'autre cuisine, c'est de toucher ces autorités organisatrices, puisque je pense que c'est elles qui doivent être informées. Tu as tout à fait raison, Marc. Mais est-ce que vous, le CINEG, est-ce que vous, les installateurs, bureau d'études, est-ce que vous, Grégory, finalement, on a eu du mal à trouver une collectivité, même si on a fait quand même une communication auprès d'eux. C'est pas facile de communiquer avec eux. Oui, mais alors, Laurent, est-ce que tout simplement, qui est-ce qui nous a pondu cette obligation? Celui qui a réfléchi, le groupe de travail qui a réfléchi à ça, et je trouve qu'effectivement, la finalité, elle a un sens. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'ils aillent un peu plus loin dans la démarche et que ça soit eux qui fassent aussi une large communication sur ce sujet-là. Peut-être.
Oui, c'est le ministère de l'écologie. Donc là, André oui. Pierre, Eh bien André oui. Pierre tu évoquais l'origine de cette démarche. Et finalement, votre étonnement au départ. Oui, attendez, hop, j'active le son. Oui, 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 tout à fait. Donc, c'est une, à l'origine, c'est une initiative du ministère de l'Environnement, de la transition écologique. Enfin bref, vous savez, c'est un ministère qui a changé très souvent de nom, mais finalement, le périmètre reste toujours un peu le même. Et sur un objectif plutôt vertueux, que je vous disais à l'instant, qu'on avait contesté en son temps, puisqu'il nous semblait que nos produits ne posaient pas de problème particulier, qu'ils avaient trouvé une filière naturelle de collecte et de recyclage, et que, qui plus est, on était sur une matière hautement valorisable. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous informe, si vous ne savez pas, que 70% des inox qu'on utilise dans la fabrication de nos équipements sont issus d'inox recyclé. Donc, vous voyez, on est déjà dans un très haut niveau d'économie circulaire dans notre profession. Non, je crois que l'ambition du ministère, c'était de donner les moyens à cette filière de garantir par un haut niveau de traçabilité le devenir de ces déchets. Puisque, je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de déchets qui, de fait des constructions des produits, ne posent pas a priori de grands problèmes de dépollution. Mais il y a, parmi ces déchets, des volumes très significatifs de produits qui posent de très grands problèmes de dépollution. Et je ne reviens pas sur ces questions de fluides frigorigènes et d'isolants tels que les mousses qui contiennent par exemple encore beaucoup de HFC. Donc il y a un sujet de traçabilité qui est un grand sujet européen aussi, la traçabilité, parce qu'on est dans un marché ouvert et la grande crainte de nos économies interconnectées, c'est que des gisements de produits polluants se déplacent de pays en pays et finalement que le problème, on s'en débarrasse chez le voisin. Donc il y avait cette ambition à la fois d'organiser à grande échelle la collecte et le recyclage des équipements professionnels, de traiter des vraies problématiques de polluants et dans un cadre européen où il y a une exigence de traçabilité qui est très élevée. À l'arrivée, on a un dispositif qui s'appelle aujourd'hui Valoristoco. Je voulais juste revenir 2 secondes, si tu permets, Laurent, sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est celui du réemploi, de la réutilisation des produits. J'adhère totalement à la réponse qu'a faite Flavia Dumont. Alors, avec une petite précision, c'est qu'il y a une place qui va se créer forcément sur ce marché du réemploi des équipements de cuisine, puisque dans la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire, donc, qui a été promulguée l'année dernière, il y a déjà une obligation qui est faite à l'acheteur public, de prévoir dans ses commandes, dans ses achats, une part de produits de réemploi ou de réutilisation. Alors aujourd'hui, c'est promulgué par voie de décret, donc c'est sur une liste de produits qui est encore un petit peu réduite. Mais si on prend par exemple, je crois de mémoire, les produits tels que les équipements de bureau, mobilier de bureau, des choses comme ça, on est quasiment sur une obligation de 5%, une obligation de 5% d'achat de produits, entre guillemets, d'occasion, si on veut simplifier le propos. Donc, on voit qu'il y a un marché qui va forcément se créer par le fait réglementaire et par la puissance de l'achat public. Voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'avant même de parler de réemploi et a fortiori de recyclage, il y a encore, j'allais dire, une autre brique qui a été apportée par la loi AGEC, qui est une brique amont, qui est celle de la réparabilité. Il ne vous a pas échappé que depuis quelques mois, sur des produits domestiques, apparaissent maintenant ce qu'on appelle des indicateurs, des indicateurs de réparabilité, à l'instar de ce qui se fait sur la consommation énergétique des produits. Donc, là aussi, on sait très bien que ce qui a commencé par le domestique dans le domaine des éco-contributions
va très certainement se terminer de la même façon dans le domaine des indicateurs de réparabilité. Donc, je ne suis pas grand clair en vous disant qu'à moyenne échéance, les produits professionnels afficheront également des indices de réparabilité. Et donc, on va aller également vers cette notion de durabilité et donc des produits. Voilà. Donc, on est dans un cycle de toute façon où le législateur et la puissance publique sont en train de mettre petit à petit toutes les pièces d'un puzzle qui va certainement créer un vrai marché pour le réemploi. André-Pierre, j'ai une question de Marie-Pierre qui demande est-ce que le CINEG adhère à l'association Amorce qui fédère les collectivités sur différentes thématiques dans le traitement dans la gestion des déchets? Alors, je connais l'association Amorce, effectivement, c'est une association d'élus, mais tournée vers les problématiques de déchets. Non, on n'a pas de relation de cette nature avec eux. Je précise qu'on les connaît parce qu'on les côtoie dans différents comités consultatifs, justement des filières de responsabilité énergétique du producteur qui sont consultées justement sur les orientations politiques qui sont données au dispositif de recyclage. Je ne sais pas d'ailleurs, peut-être Grégory peut nous le dire, je ne sais pas s'ils sont au comité des parties pronantes qu'a créé Écologique récemment, mais voilà, potentiellement, c'est une organisation qui va y être. Hein. Ouais. Je ne sais pas répondre. Bon, ben voilà, donc on les connaît, on se côtoie, mais on n'a pas de relation de type adhésion. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible. Hein. Bon, bah écoutez, une chose à creuser. Alors, Nelly renvoie une question à François. Il me semble pourtant que c'est très clair, votre propos. Quand on lance un appel d'offres avec un lot cuisine ou un lot froid, etc., il suffit d'ajouter que le ou les répondants doivent produire toutes les garanties en matière de D3E, certificats, etc. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Ne serait-ce pas plutôt un problème de compétence pour rédiger un cahier des charges, pardon? Eh bien, oui, c'est un problème de compétence, sûrement, même s'il y a une ambiguïté. La collectivité, dans un marché public, quand elle lance un lot cuisine, elle appelle un installateur. Elle n'appelle pas un fournisseur. Et c'est justement cette ambiguïté dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut effectivement que si elle a un AMO, un bureau d'études qui l'aide à rédiger son appel d'offres, ce qui reste encore à prouver, ce n'est pas toujours le cas, que celui-ci mette en place l'ensemble des exigences et des spécifications techniques et des réglementations qui doivent voir être appliquées à l'appel d'offres et à chaque lot qui sont mis en concurrence. On est d'accord. Marc, tu veux ajouter quelque chose? On voit bien le rôle important des bureaux d'études et des AMO par rapport aux collectivités. Oui, non, j'ai rien à ajouter de plus. On en a déjà débattu. C'est clair que ça fait partie des missions du bureau d'études. C'est un devoir qu'il a vis-à-vis de son client. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Ce que nous essayons de faire, c'est que de plus en plus, les confrères n'oublient pas de mettre cette petite ligne ou plus. Et ça passe par, par mettre à disposition, en tout cas pour les membres de RFE, d'un rédactionnel qu'ils n'auraient même pas à réfléchir de leur côté, et puis de leur dire qu'ils le fassent. Voilà, donc je ne vais pas rouvrir le débat. Essayons de vivre dans un monde qui serait idéal et que tout le monde. Avec mes quelques années d'expérience, je sais que ça prend quand même un certain temps. Et ce qu'il faut, c'est être de bonne volonté, avancer de concert, pas créer des polémiques. Passer une demi-heure de discussion à se dire ouais, le bureau d'études, vous n'avez pas mis une... Moi, j'ai participé à des réunions d'installateurs et d'autres où, au bout de 5 minutes, j'ai dit écoutez, c'est pas compliqué, je m'en vais. Parce que si c'est pour parler que de ça, on n'est pas prêt d'avancer. Parce que moi aussi, dans ma valise, j'en ai des histoires à raconter. On en a tous. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, soyez en tout cas certains que RFE va dans le sens qui nous semble être le bon. Rien que sur le mois de juin, donc dans une semaine, devant un grand nombre d'installateurs, comptez sur moi pour rappeler ça. Sachez que nous réunissons nos adhérents à la fin du mois. Il y aura 80 présents, plus toute la presse, qui j'espère va relater mes propos.
comptez sur moi aussi que pour vis-à-vis de mes adhérents, et je vais rappeler ça. Il n'y a que comme ça, et c'est tout ce que je peux faire, mais je le fais. Et ça, on sait que tu es engagé, on le sait. Oui, ça s'est fait et on continue à le faire. Oui, en fait, j'ai une remarque de Pierre Marcel pour toi. En fait, est-ce que vous communiquez à RFE un modèle de rédaction du cahier des charges? Voilà, bon, c'est toute la problématique, je pense. Oui, alors c'est pas une problématique. Donc, ce que nous pouvons prendre comme engagement, c'est de diffuser. Je ne sais pas si c'est fait. Je sais que nous en avons parlé maintes et maintes fois. Je pense qu'on a la matière. Alors après, encore une fois, nous sommes une association. Hein. On ne peut que véhiculer du bon sens et mettre éventuellement des moyens à disposition. Donc, ce que je ferai, donc là, je prends un engagement devant vous tous et devant les gens qui nous écoutent, lors de notre prochaine réunion d'adhérents, qui aura lieu le 24 juin, c'est probablement pas longtemps, on leur proposera, on mettra à disposition quelques lignes qui vont dans le sens où tout le monde veut que nous allions. Après, l'utilisation. Oui, mais écoute, déjà tu es écouté. Merci pour ce message et à chaque fois ton engagement, Marc. Il est 18h30, un petit peu dépassé. André, tu veux ajouter quelque chose? Tu veux le mot de la fin, André-Pierre? Pardon. Oh, tu es trop aimable. Surtout, je ne vais pas te le voler, je vais être très très bref. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans laisser passer, en tout cas de communiquer 3 messages qui me semblent très importants. D'abord dire que Valeo Resto Pro, dont on a parlé ce soir, en association avec Écologique, bien entendu, c'est d'abord un service qui est à la disposition des détenteurs. Hein. Justement, c'est la solution qui leur permet de faire prendre en charge leurs déchets de cuisine, leurs déchets de chantier en règle générale. 2, cette solution, je crois que ça n'a pas été dit, mais je préfère le redire très clairement, c'est une solution qui est le plus souvent gratuite pour les détenteurs. Je crois que la condition, ça doit être un minimum de 250 kg, je ne sais pas si c'est de 500 à 250, Grégory corrigera si ce n'est pas bon. Du moment qu'il est mis sur une petite palette à l'entrée, c'est pris en charge gratuitement par le dispositif. Et puis, 3e chose, vous dire que Valeo Resto Pro, c'est aussi des trophées, donc des prix qui viennent récompenser les initiatives d'éco-conception de la filière restauration à domicile. Et donc, bien entendu, on va lancer la 4e édition de ces trophées Valeo Resto Pro qui seront remis dans le cadre du prochain Équipe Hôtel, donc en 2022. Mais il n'est jamais trop tôt pour préparer vos dossiers. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces conclusions, en fait, magnifiques. Je vous rappelle, je dis à tous les participants que la vidéo de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Défis et Controverses. Donc, vous pourrez en parler autour de vous. Nous le ferons de notre côté auprès des collectivités. Donc, ça, ce sera disponible en visio et les présentations vous seront envoyées par mail. Nos prochains rendez-vous défis et controverses sont prévus pour la rentrée, non seulement en webinaire, mais en présentiel. Nous vous tiendrons informés, puisque, comme vous le savez tous, il y a des échéances en restauration collective à partir du 1er janvier 2022 et nous allons y travailler et accompagner au maximum les collectivités. Voilà, merci à tous. Voilà, merci aux pour vos intervenants et aux participants. Voilà, et à très bientôt. À très bientôt.